Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, c'est le Rebelle Capitaliste. Je me proposais de vous faire une vidéo d'une analyse en miroir des cryptos et du baril de pétrole. Vous avez probablement suivi l'actualité et vous savez qu'il y a eu un crack sur les cryptos depuis quelques semaines, qui suspend le Bitcoin dans une position très inconfortable, un peu en dessous de 20 000 dollars la crypto. Et je dirais qu'il y a assez peu de choses qui maintiennent le crypto à ces niveaux-là, et nous devrions avoir une continuelle baisse du crypto vers les 10 000, 9 000 ou 8 000 dollars, je dirais assez vite dans les jours, les semaines qui viennent. Ça me semble une évolution absolument nécessaire et inarrêtable, malheureusement, pour les détenteurs de Bitcoin et de crypto de façon générale, puisque tous les cryptos ont baissé. On a d'ailleurs pu constater que le Bitcoin n'était pas un safe haven par rapport aux autres cryptos. Certes, il a résisté plus longtemps que les autres cryptos, mais in fine, il a rattrapé son retard en termes de baisse par rapport aux autres cryptos. Donc le Bitcoin ne se comporte pas différemment des autres cryptos pour l'instant. Il y a un an, j'avais fait une vidéo où j'expliquais que le Bitcoin valait zéro intrinsèquement et que donc son prix irait à zéro. Je maintiens cette prévision qui pourrait arriver dans les mois qui viennent, de la même façon que Luna a perdu 99% en quelques semaines et puis ensuite en un jour a perdu 99% encore pour arriver à quasi zéro. Nous verrons bien. En parallèle, le baril de pétrole a lui aussi baissé assez sévèrement. Il a, disons, plutôt corrigé. Hein, ce n'est pas un crack, mais c'est une belle correction de son prix. On était à quasiment 125 dollars le baril de Brent. On est passé très nettement sous les 120 et on se rapproche de 110. Quant au WTI, pardon, il a aussi lui baissé dans les mêmes proportions que le Brent. Alors, si vous m'avez écouté depuis quelques mois, vous savez que ma prévision était que, notamment suite aux décisions de l'administration Biden de libérer des stocks stratégiques de pétrole sur le marché pétrolier pour diminuer les prix en augmentant la quantité de stocks disponibles sur le marché, vous saviez que donc depuis quelques temps, depuis quelques semaines je dirais, j'avais prévu que jusqu'à l'été, il y aurait une oscillation autour de 100 dollars sur le baril de WTI et une oscillation pour tenir compte du spread assez courant, de l'écart de prix assez courant entre le WTI et le Brent, puisque le Brent est un marché plus large, un marché plus orienté sur l'Europe, et donc les prix sont un petit peu différents. Mais donc une oscillation sur le Brent autour de 110. Et vous voyez qu'in fine, j'étais très proche de la réalité, puisque nous revenons quasiment à une oscillation autour de 110 sur le Brent, avec cette récente correction. Le WTI, lui, semble sorti de l'oscillation autour des 100, et aussi, disons, entre 100, 110, 115. Mais donc, nous constatons une relative stabilité du prix, qui était prévisible donc, durant le printemps, puisque il y a donc cette libération artificielle de pétrole dans le circuit du pétrolier, dans le marché pétrolier lié à la libération des réserves stratégiques, les SPR décidées par l'administration américaine, justement pour détendre un petit peu les prix, ce qui a en effet un impact, mais quand même mesuré, mais un impact. Jusqu'au printemps et donc avant l'été, la saison où l'on va en vacances, la saison où l'on conduit, etc. Et où en général donc les stocks de pétrole diminuent. Et donc je maintiens ma prévision que nous serons probablement à 150 dollars cet été. Alors ce sera peut-être en fin d'été, peut-être en septembre. Mais nous devrions sortir justement de cette oscillation assez longue maintenant, qui dure depuis plusieurs semaines, pour être une fourchette assez grossière, entre 100 et 115, disons. Que ce soit pour le WTI, le Brent, cette fourchette qu'on a retrouvée donc, suite à l'invasion, je dirais, russe, qui a été la première grosse oscillation, et cette oscillation qui a continué je dirais, à osciller, mais de façon moindre, sur les semaines qui suivaient l'invasion donc, en Ukraine. Donc, je dirais que nous avons commencé à constater une sortie de cette oscillation sur ce canal entre 100 et 115 dollars le baril. Il y a depuis, je dirais, 2 semaines.
Et on pouvait penser qu'on sortirait de ce canal plus rapidement que prévu. Et finalement, on y revient assez naturellement. Donc là, on arrive à la fin du printemps, au début de l'été. Nous sommes au début de l'été. Et nous devrions donc voir se poursuivre, je dirais, cette fois-ci de façon définitive, la sortie du canal stabilisé, autour des 100 et 115 dollars le baril, pour retrouver cette excursion que nous avons fait jusqu'au 120, 125, et pour la dépasser in fine, pour aller jusqu'au 130, 140, voire 150 cet été. Bref, je voulais donc vous parler de l'évolution, je dirais, concomitante qu'on a pu constater depuis les derniers chiffres d'inflation américains qui ont été catastrophiques. On est à plus de 8%. Sur un glissement annuel, on avait 1% sur le seul mois de mai, donc des chiffres de mai vraiment très mauvais, d'autant plus qu'on est sur l'inflation officielle, et vous savez que l'inflation officielle ne tient pas compte de tout un tas de prix, elle sous-estime tout un tas de prix, notamment par rapport à l'inflation officielle qu'on pouvait avoir dans les années 70-80, qui était mesurée différemment. Aujourd'hui, nous sommes probablement autour de 15% d'inflation aux États-Unis, mais officiellement, nous sommes à 8%. Mais même 8, c'est déjà une inflation vraiment extrêmement négative. Donc, depuis les chiffres de mai d'inflation américaine, nous avons eu une correction sur les marchés financiers assez sévère au niveau du Nasdaq, au niveau de tous les indices, mais plus particulièrement au niveau des valeurs technologiques, qui sont les valeurs growth, qui sont les valeurs qui bénéficiaient les premières de l'argent facile, de l'argent gratuit, de l'argent des taux bas. Or, les taux viennent d'être augmentés par la Fed de 0,75 points, des 0,75%, 0,75 points de base, pardon. Et cette augmentation, évidemment, rend l'argent un peu moins facile, un peu moins gratuit, mais cela dit, avec une inflation de plus 8% et un taux Fed de seulement 1,5%, eh bien vous voyez qu'il y a encore une très grosse marge et donc on a encore des taux réels négatifs et donc on continue à créer de l'argent, d'autant plus que les rachats d'actifs par la Fed se poursuivent. La Fed a augmenté son bilan le mois dernier de 14 milliards encore, donc il n'y a pas de diminution de la quantité de monnaie, donc il n'y a pas de diminution de l'inflation et donc il n'y aura pas de diminution des prix. Vous vous souvenez aussi que j'avais fait certaines vidéos sur la psychologie des marchés. Les marchés price par anticipation, les marchés sont valorisés sur la rentabilité marginale du capital, donc la rentabilité anticipée du capital. Donc les marchés sont toujours sur le devant de la vague. Et donc cette simple augmentation des taux de la Fed leur a fait dire que la Fed réduirait le coût de l'argent, ce qu'elle a effectivement fait, mais très marginalement, et que, in fine, la Fed serait capable de régler le problème de l'inflation en augmentant ses taux. D'autant que, dans le même temps, nous avons des chiffres assez négatifs sur l'activité aux États-Unis, et donc nous avons le pressentiment qu'une récession arrive, alors que cette récession est déjà là. Nous aurons les chiffres du deuxième trimestre bientôt, et nous verrons qu'en fait, nous avons été en récession depuis le début de l'année, puisque la récession, vous le savez aussi peut-être, c'est 2 trimestres négatifs en croissance d'affilée. Les marchés donc ont constaté qu'il y avait cette augmentation des taux et en même temps cette récession et donc ils se sont dit attention, l'activité va baisser, donc les prix vont baisser, donc on va sortir des marchés, on va prendre nos gains et donc on va vendre. Et donc c'est ce qui s'est passé sur les valeurs tech. Et c'est aussi ce qui s'est passé sur la crypto. Les cryptos qui sont des sortes de valeurs tech, je les comparerais avec les valeurs de la bulle Internet notamment parce qu'il y a une même inflation de valeurs, il y a une même surpondération et exubérance spéculative sur les cryptos qu'on constatait aussi pendant la bulle Internet. Et donc, les cryptos sont des sortes de super tech complètement décorrélés de toute valeur, puisque les cryptos, ce sont des algos qui n'ont aucune valeur intrinsèque. C'est juste, elles n'ont de valeur que tant que vous pensez que quelqu'un de plus bête que vous va en acheter à un meilleur prix que vous. Vous l'avez payé. C'est un peu ça la valeur. Et donc, vous voyez bien que ça crée des corrections très brutales, puisque au final, vous avez assez peu de believers authentiques dans les cryptos, de gens, je dirais, de libertariens authentiques qui croient véritablement qu'il faut une libre concurrence des monnaies, comme l'a préconisé Hayek en son temps.
qu'il faut diminuer le poids des États, etc. Ça, je pense que sur le nombre de détenteurs de crypto, il y a quand même assez peu de libertariens au final. Et donc, il y a beaucoup de gens qui n'étaient là que pour l'appât du gain facile. Et quand la crypto baisse, eh bien, ça vend assez facilement et assez rapidement, même si sur le marché crypto, vous avez des baleines, vous avez des gros porteurs comme Michael Saylor qui est en train de prendre un bouillon. Michael Saylor, le PDG de MicroStrategy, qui est une entreprise de logiciels. Cet homme, ce PDG, a décidé il y a quelques mois d'acheter énormément de Bitcoin avec du levier, c'est-à-dire en empruntant auprès des banques pour acheter du Bitcoin. Et donc il a mis son entreprise de logiciels, qui est une entreprise, je dirais, honorable, qui rendait de vrais services et qui avait de la vraie valeur, même si elle était faible, mais elle existait. Il a préféré backer toute son entreprise et tous les actifs de son entreprise sur de la dette qui permet de payer des cryptos qui sont en train de se casser la figure. Donc Michael Saylor est désormais endetté pour l'instant, puisque la chute des cryptos n'est toujours pas terminée, est en cours. On est passé à 17 000 le week-end de cette mi-juin 2022. Et donc Michael Saylor serait endetté aujourd'hui à hauteur de 1,6 milliard de dollars. Vous vous rendez compte? Donc les cryptos ont fortement baissé avec les techs suite à ces chiffres de l'inflation américain. Et donc de façon très logique et franchement très prévisible. Ceux qui ont shorté le crypto depuis 3 mois, où il était en mars à 36 000 dollars et qui aujourd'hui est à 17, 18 000, 19 000 dollars, sont déjà dans une très bonne situation et je pense que ça va continuer. Simplement, je vais comparer donc cette chute du prix des cryptos avec la chute du prix du baril pour, par une analyse en miroir, vous montrer que la chute des prix ne doit pas être évaluée et ressentie psychologiquement de la même façon par les investisseurs et par les spéculateurs, puisqu'il y a des valeurs, il y a des actions, je dirais des actifs, dont vous êtes très satisfait de voir le prix baisser, et d'autres, évidemment, où vous êtes absolument désespéré que le prix baisse, pour une raison simple, c'est que le prix ne fait pas tout, mais il y a la valeur intrinsèque, le sous-jacent valorisable derrière l'actif qui, lui, est pricé. Et c'est cette valeur qui doit fonder votre analyse. Autrement dit, quand les cryptos chutent, et que en plus vous avez eu la chance, le bon timing de les shorter, et si vous avez la bonne analyse pour les shorter au bon moment, eh bien que le prix baisse, cela vous satisfait. Il n'y a aucun problème à cela. C'est une bonne opération pour vous. Et de toute façon, il est largement naturel que le prix d'un actif qui n'a pas de valeur revienne à sa valeur intrinsèque, qui est 0, et donc le prix revienne à 0. Par contre, quand le baril de pétrole baisse et quand vous êtes un investisseur avisé, c'est-à-dire que vous avez de la poudre sèche, de l'or ou du cash de côté, eh bien vous êtes extrêmement satisfait de voir le prix du baril baisser. Lors même que vous êtes surpondéré sur le pétrole, que vous avez beaucoup d'actifs sur le pétrole, qui donc ponctuellement perdent en valorisation, en prix. Et donc vous prenez un bouillon avec tous les autres, puisque le prix du baril descend, donc vos valeurs pétrolières descendent également. Simplement, ici, il y a une différence fondamentale, c'est que vous savez que les valeurs que vous possédez sont à ce moment-là survendues, et que c'est une bonne affaire, entre guillemets, pour vous, pour rentrer sur ce marché à un prix extrêmement attractif. En tout cas, beaucoup plus attractif que depuis quelques semaines. Donc la baisse du prix du baril était quelque chose donc, de prévisible, comme je l'expliquais au début de la vidéo. Hein. On revient dans un canal légèrement haussier, je dirais, avant l'envolée des prix du baril cet été. Et donc que les prix corrigent juste avant l'été, c'est une bonne chose, un bon point d'entrée pour entrer sur ce marché. Puisque la valeur du baril est intrinsèquement de 150 voire plus et que donc aujourd'hui nous sommes à moins de 220 dollars le baril. Alors pourquoi le baril est une valeur contrairement je dirais au crypto, au Bitcoin? Eh bien parce que déjà le pétrole évidemment est le sang de l'économie, c'est ce qui permet de faire tourner l'économie. Il y a une corrélation extrêmement forte entre le niveau de production du pétrole et la croissance économique.
et la croissance de la population, etc., de toute décroissance, je dirais, endogène à la croissance économique. Parce que aussi, nous sommes, depuis de nombreuses années, et depuis au moins 3 ans, chiffre impressionnant, vous allez voir, en déficit d'investissement de 3 milliards de dollars par jour. Depuis 3 ans, sur l'industrie pétrolière, nous sommes en déficit d'investissement de 3 milliards de dollars par jour, ce qui est gigantesque. Et ce qui amène justement, évidemment, à une baisse tendancielle de la production, alors même que la demande, elle, est fortement pimpée et fortement dynamisée par les aides économiques, par l'endettement public, par le train de vie, je dirais, excessif de nos économies développées, qui adorent le pétrole, qui consomment énormément de pétrole. Et donc, la demande étant soutenue malgré la crise sanitaire récente et la production étant en baisse continuelle et stable, une baisse vraiment extrêmement continue et sérieuse, nous arrivons à un déficit de pétrole sur le marché et donc les prix augmentent. Alors, cela est contrebalancé par le fait que, comme je vous le disais en début de vidéo, les Américains ont décidé d'utiliser leurs réserves stratégiques de pétrole, les SPR, Strategic Petroleum Reserves, pour justement mettre du pétrole sur le marché et limiter l'augmentation des prix. Simplement, à côté de ça, vous avez Biden qui envoie des signaux extrêmement négatifs à l'industrie pétrolière, qui déteste la volatilité, qui a subi fortement la volatilité des prix depuis 2 ans. Vous vous souvenez évidemment des prix négatifs du pétrole à cause de sa backyardisation en mars 2020. Et donc ça, c'est quelque chose qui fait très peur aux investisseurs du pétrole, très peur aux banques qui investissent sur le pétrole. Vous n'êtes pas du tout sûr en fait des recettes que vous allez obtenir. Vous avez une volatilité trop importante sur votre sous-jacent. Et dans ce cas-là, vous n'investissez pas. Et quand vous avez Biden qui, dans le même temps, vous explique que, en gros, si les prix du pétrole sont trop élevés, c'est parce que les industries pétrolières, notamment Exxon, qui a été accusé de faire plus d'argent que Dieu, je cite. Exxon fait plus d'argent que Dieu, selon Biden. Notamment donc Exxon, qui est supposé augmenter de façon inconsidérée ses prix, alors qu'Exxon finalement ne fait que répercuter les prix mondiaux du baril. Quand vous avez au Royaume-Uni, aux États-Unis, bientôt sûrement dans d'autres pays, des velléités de la part des différents gouvernements donc d'augmenter les taxes sur les profits des entreprises pétrolières, comment voulez-vous, quand vous êtes sur une entreprise pétrolière et que vous entendez ça, vous dire que vous allez investir alors qu'on vous promet de vous prendre une partie de votre argent, justement, cette partie de l'argent sera différée de vos possibilités d'investissement. Vous aurez moins d'argent, vous pourrez moins investir, donc vous allez moins investir. Ensuite, vous avez différents signaux de Biden qui sont émis aussi en direction, je dirais, de la réglementation. Il promet, lui et son establishment, d'utiliser des pouvoirs exceptionnels. On a presque une impression de volonté de nationalisation. En tout cas, on a l'impression d'une volonté ferme d'utiliser des pouvoirs exceptionnels exorbitants pour donc limiter les prix du pétrole. Vous avez énormément de signaux finalement qui vous montrent qu'au niveau de l'industrie pétrolière, ce n'est pas forcément le bon moment d'investir. Et c'est quelque chose d'extrêmement négatif puisque cela poursuit la distorsion entre la demande et la production de pétrole. Donc vous avez une lettre de Biden qui a été adressée à Exxon spécifiquement pour leur expliquer qu'en gros, ils étaient méchants, qu'ils ne faisaient pas les bonnes choses et que si les prix étaient hauts, c'était à cause d'eux et non pas à cause du sous-investissement et donc de la marginalisation au niveau de l'opinion publique de l'industrie du pétrole, de l'image de l'industrie du pétrole depuis des années et des années. Vous avez cela, vous allez en termes bullish au niveau du
du marché pétrolier, c'est-à-dire de ce qui devrait amener le baril à la hausse, puisque tous ces éléments de peur sur l'investissement pétrolier profitent au pétrole, au prix sous-jacent du baril, puisque les investissements ne sont pas faits et ne seront pas faits probablement de sitôt. Vous avez aussi la menace de Biden donc d'interdire les exports de pétrole américains sur du pétrole américain, tout simplement vers l'extérieur. Évidemment, ce stratagème ponctuel pourrait temporairement, je pense, en effet, limiter un peu les prix aux États-Unis, puisque, in fine, le pétrole qui s'en va du marché américain ne pourrait plus d'un coup s'en aller et donc resterait sur le marché américain, et donc on aurait un surplus de pétrole à un moment donné sur le marché américain, donc probablement qu'on aurait une baisse plus importante du WTI, donc qui est plutôt le prix mondial, le prix spot du baril côté américain par rapport au Brent qui est plutôt côté européen. Vous auriez probablement une baisse du WTI plus marquée que celle du Brent. Mais en même temps, vous auriez un déficit donc, de pétrole sur le marché mondial et donc une augmentation du Brent. Donc, in fine, vous auriez une parenthèse, un essoufflement sur le prix du pétrole très temporaire au niveau des États-Unis seulement, mais pour un retour de flamme, puisque évidemment, les pétroliers qui se seront vus imposer un refus d'export de leur pétrole américain vers leurs clients hors Amérique, eh bien, ces pétroliers vont aussi prendre peur au niveau des investissements. Pourquoi j'irais prendre des risques? Puisque du jour au lendemain, l'administration américaine peut m'empêcher de faire mon business, peut m'empêcher de faire mes profits, peut m'empêcher de me déployer, de faire ce que je veux faire et ce que je dois faire auprès de mes clients extérieurs. Et donc, je ne vais pas prendre de risques, je vais rémunérer mes actionnaires, je vais rémunérer mes investisseurs, je vais me rémunérer et je vais voir que la tempête se passe. Je vais attendre un petit peu avant d'investir et de prendre des risques au niveau des marchés. Voilà, vous avez eu ça, vous avez aussi une backyardisation assez importante qui commence à se constater sur le marché du pétrole. Alors la backyardisation, c'est quoi? C'est le système assurantiel qui vous permet, un peu comme sur le marché du blé, pour les producteurs de pétrole, pour les acheteurs de pétrole, d'assurer un prix du pétrole fixé à l'avance et sur plusieurs mois. C'est une sorte d'assurance. Vous payez un contrat avec une prime évidemment, mais ça vous assure que malgré la volatilité du baril du pétrole sur le marché, vous achèterez pendant un certain temps le pétrole à tel ou tel prix fixe. Voilà. Alors cette backyardisation, ce système assurantiel est très positif. La plupart du temps, il n'y a aucun problème. Ça permet donc aux producteurs d'avoir une visibilité sur ses ventes et aux clients d'avoir une sécurité au niveau aussi de ses achats, des prix de ses achats, malgré la volatilité. Tout le monde s'y retrouve. Ça permet de créer un horizon temporel qui permet d'investir, d'être plus sécure. Mais il y a des moments où les prix sont tellement volatiles que vous avez ce qu'on appelle une backyardisation. C'est-à-dire que vous avez un retour de flamme en fait, sur le sous-jacent par rapport à votre système assurantiel et au prix que vous avez pensé sécuriser. Par exemple, vous avez eu une backyardisation négative en mars 2020. Que s'est-il passé en mars 2020? Eh bien, en mars 2020, les financiers avaient acheté du pétrole à tel ou tel prix. Et donc, sur tout ce système, sur tout ce marché pétrolier qui est un marché des dérivés, vous avez beaucoup d'intermédiaires entre le producteur et celui qui va in fine récupérer le baril de pétrole. Entre les deux, vous avez beaucoup de financiers qui achètent, revendent, etc. Et donc, tout cet écosystème permet de sécuriser finalement l'ensemble et de le rendre un peu résilient. Sauf que quand les prix évoluent trop fortement, et là, les prix du baril avaient évolué très fortement à la baisse, eh bien, vous vous retrouvez avec un excès de barils sur le marché, à un moment donné où plus personne n'a besoin de barils. Et donc, plus personne ne veut vous racheter vos contrats qui avaient été établis à un certain prix, qui était beaucoup plus élevé à l'époque que le baril qui donc a commencé à chuter en février-mars 2020. Et là, vous vous retrouvez donc avec votre contrat, vous, financier, dans un bureau, je ne sais où, à New York. Et donc, on vous explique que, comme convenu, votre contrat dans votre contrat, il avait été prévu que vous seriez livré de tant de barils, de tant de tonnes de pétrole, de tant de litres de pétrole tel ou tel jour, dans quelques semaines.
dans quelques jours parfois. Et que donc, eh bien, merci de nous indiquer où nous devons vous livrer les barils et comment vous souhaitez faire. Alors évidemment que vous êtes un trader à Wall Street, vous n'avez que faire de ces barils, vous ne savez pas quoi en faire et vous n'allez pas récupérer des centaines de barils devant votre bureau. Voilà. Et donc c'est pour cela que, à un moment donné, en mars 2020, vous avez eu tout un tas de financiers donc, qui étaient des intermédiaires, qui n'avaient pas vocation à récupérer ces barils pour les mettre dans les stations essence et stations-service, qui se sont retrouvés à devoir finalement payer des gens pour qu'ils récupèrent ces barils à leur place. Et donc c'est pour ça que vous avez eu à un moment donné une backyardisation négative, c'est-à-dire que les prix sont arrivés négatifs sur le baril, c'est-à-dire que les gens étaient prêts à payer pour recevoir, étaient prêts à donner de l'argent pour vendre leur baril. C'est complètement aberrant, mais c'est la situation à laquelle nous sommes arrivés en février 2020 à cause de cette forte diminution des prix. Eh bien, nous observons une backyardisation inverse, positive actuellement, puisque nous avons un déficit de pétrole lié notamment aux disruptions, aux ruptures sur le marché pétrolier liées à la situation russo-ukrainienne et aux sanctions relatives au pétrole russe. Et donc vous avez des gens qui aujourd'hui ont réservé, ont acheté, etc., des tankers pour mettre du pétrole dedans, à un certain prix, et qui donc attendent que les barils arrivent. Et il n'y a pas de barils. Et les tankers sont à moitié vides. Or, vous n'allez pas faire traverser l'Atlantique ou plusieurs océans à un tanker s'il est à moitié vide. Il coûte extrêmement cher. Et donc, à partir d'un certain point, si vous faites partir votre tanker au tiers vide ou 40% seulement rempli ou 50% même, eh bien, vous perdez beaucoup d'argent. Et donc, vous avez une backyardisation inverse, c'est-à-dire qu'il est possible que nous ayons un overshooting sur le prix du baril, c'est-à-dire que les gens vont être prêts à surpayer leur baril par rapport au prix spot, au prix du marché, pour ne serait-ce que remplir leur tanker et ne pas les faire voyager à moitié à vide, et ne pas perdre trop d'argent. Voilà. Donc on pourrait avoir cette backyardisation inverse, positive, qui devrait arriver, je pense, cet été. En tout cas, on commence à avoir des articles sur ce problème. Alors vous avez d'autres aléas, je dirais, sur le marché pétrolier qui montrent qu'on est dans une situation extrêmement particulière. Vous avez aussi le goulet d'étranglement sur les raffineries. C'est un sujet qu'on voit arriver depuis 2-3 semaines où, certes, il y a le problème du sous-jacent, c'est-à-dire de la matière première pétrole. On creuse un trou et on attend de retirer ce qui en sort. Mais vous avez, in fine, que vous avez fait ça, vous avez le pétrole brut, mais après, il faut le raffiner. C'est extrêmement compliqué, vous avez énormément de process, une raffinerie, c'est extrêmement complexe. Et donc, depuis des années, pareil, les raffineries, c'est mal vu, c'est méchant, ça fait de la pollution, c'est pas bien. Et donc, on n'investit plus dans nos raffineries depuis très longtemps. Et donc, nous avons un goulet d'étranglement, c'est-à-dire que même si nous avons le pétrole brut qui arrive devant la raffinerie, eh bien, in fine, il n'y a pas assez de capacité de raffinage pour in fine, donner au marché ce qu'il souhaite, c'est-à-dire le diesel et l'essence et le fuel et tous les produits dérivés, le kérosène, etc. Et donc, vous avez là aussi une pression haussière sur le pétrole, puisque finalement, pourquoi vous allez pomper plus de pétrole si juste après, la raffinerie est bloquée pour traiter votre pétrole? La raffinerie, à un moment donné, va vous dire « Stop, arrête de produire du pétrole, j'arrête de t'acheter des barils, puisque déjà, avec tout le stock que j'ai, j'arrive pas à l'écouler. Donc, on va arrêter, on va faire une pause, etc. » Et donc, c'est ce qu'on constate actuellement, avec une particularité assez amusante, je dois dire, qui est celle de l'Inde, puisque l'Inde souhaite acheter son pétrole le plus bas possible, énorme population, très peu de matières premières, très peu d'énergie au niveau de l'Inde. C'est pas du tout un produit exportateur de pétrole, mais au contraire un pays énormément importateur de pétrole. Donc les Indiens sont assez contents de récupérer le pétrole russe dont les Européens et les Américains, surtout les Européens, ne veulent plus, à des prix plus bas. Et in fine, en fait, ce qui se passe, c'est que les Indiens achètent du pétrole russe et du gaz russe, mais principalement du pétrole, plus bas que le prix du marché, bien plus bas que le prix du marché. Ils raffinent ce pétrole dans leur raffinerie parce qu'eux n'ont pas ces états d'âme, je dirais,
au niveau des raffineries, la mauvaise image des raffineries, etc. Ils ont des capacités de raffinage. Et donc les Européens, les Occidentaux, viennent acheter ces produits de raffinerie indiens, qui sont estampillés, labellisés indiens, mais qui en fait sont du pétrole russe. Donc vous avez les Indiens qui aujourd'hui sont en train de faire des marges énormes sur le pétrole, puisqu'ils achètent du pétrole russe à bon marché, ils le raffinent chez eux, donc avec des coûts fixes, qui sont des coûts indiens, donc assez peu élevés, et ils revendent ce pétrole au prix spot, c'est-à-dire au prix international, prix du marché, qui est beaucoup plus élevé, à des Européens qui, in fine, sont peut-être assez contents de récupérer du pétrole russe de cette façon détournée. Donc beaucoup d'hypocrisie aujourd'hui sur le pétrole au niveau occidental. Vous avez aussi un énorme élément haussier sur le pétrole, et non des moindres, c'est, comment dire, paradoxalement, le relèvement des quotas OPEC. Vous savez que l'OPEC a certains quotas pétroliers pour justement essayer d'équilibrer un petit peu le marché entre l'offre et la demande. Et sous la pression des Américains et des Occidentaux en général, les Saoudiens, ont décidé, avec quelques-uns de leurs alliés, les principaux, d'augmenter les quotas pétroliers, donc les quotas de production. On devrait penser que l'augmentation des quotas pétroliers va augmenter la production et donc diminuer les prix et être plutôt un facteur baissier sur le marché. Sauf que ce qu'on se rend compte, c'est que déjà auparavant, alors que les quotas étaient un petit peu moins élevés, les pays de l'OPEC n'arrivaient pas à remplir ces quotas. C'est-à-dire que la production effective de pétrole était plus faible que le quota maximum autorisé pour donc les pays de l'OPEC. Donc déjà avant la hausse de cette augmentation des quotas, vous aviez une difficulté pour les pays à remplir leurs contrats finalement, et donc à produire autant que ce qu'ils auraient souhaité le faire, pour des raisons encore une fois d'investissement, de manque d'investissement depuis trop longtemps, etc. Actuellement, les Saouds ont décidé pour le temps de l'été, et sous la pression probablement des Américains, et en prévision probablement de la visite de Biden en Arabie Saoudite prochainement, d'augmenter les quotas, mais c'est en fait une décision purement symbolique, puisque on peut augmenter autant qu'on veut les quotas. Si on n'arrive pas à remplir les précédents quotas qui étaient plus faibles, eh bien c'est vraiment une décision purement symbolique et purement pour faire travailler les journalistes. Donc je dirais que cette décision, en soi n'est pas extrêmement haussière, mais en tout cas rappelle aux intervenants sérieux de marché qu'il y a une grosse difficulté de la part des pays de l'OPEC à produire autant qu'ils le voudraient, quelle que soit la politique des quotas autorisés par l'OPEC et par l'OPEC+, puisque la Russie est toujours associée aux Saouds dans ces discussions sur le marché pétrolier. Il y a des réunions régulières, des entrevues d'officiels régulières entre les deux pays, et donc l'OPEC+, continue à fonctionner, OPEC plus Russie notamment. Pourquoi cette difficulté de production? Donc je vous l'ai dit, parce qu'il y a un déficit d'investissement depuis de trop nombreuses années sur le marché pétrolier. Donc on est sur un super cycle pétrolier. Les super cycles pétroliers, c'est sur 20-25 ans. Pendant un bon moment, on investit trop, donc on pompe trop, donc les prix diminuent. Et comme les prix ont trop diminué, on sous-investit trop. Et in fine, les prix montent trop, etc. etc. C'est comme ça qu'on retrouve l'équilibre à long terme. Mais vous avez aussi des difficultés de production liées à des situations ponctuelles sur certains pays où là, les difficultés, je dirais, de sécurité juridique, d'investissement ne sont pas réunies, et sécurité tout court, notamment en Libye. Vous avez un effondrement de la production en Libye récemment. Vous avez évidemment une diminution de la production en Russie, qui est un gros intervenant sur le marché. Vous avez aussi une diminution de la production, ou en tout cas une stabilité dans la faiblesse de production vénézuélienne. Vous avez aussi de sérieux doutes sur tous les changements politiques qui s'opèrent actuellement en Amérique du Sud, où certains pays pétroliers, en tout cas avec une production marginale de pétrole, mais quand même avec une production de pétrole, commencent à inquiéter à cause notamment d'une recrudescence de la gauche et parfois de la gauche extrême en Amérique du Sud, donc une gauche qui n'est pas forcément très favorable au marché pétrolier. Vous avez aussi des pays comme le Mexique qui commencent à se demander si elle ne va pas commencer à limiter un peu ses exportations,
donc finalement les profits, donc in fine les investissements de ces producteurs pétroliers. Même chose aux États-Unis, je vous en ai déjà parlé. Donc voilà, vous avez vraiment une faiblesse structurelle aujourd'hui sur la production pétrolière qui est sans rapport avec toutes les velléités de quotas, etc. qu'on observe. Donc la sous-production reste notable et il n'est pas du tout sûr que la récession actuelle baisse suffisamment la demande pour rencontrer cette baisse de la production pétrolière. Je voulais également pointer le fait qu'on nous explique que le prix du pétrole diminue parce qu'on commence à avoir des signaux sur la destruction de la demande. Eh bien oui, certes, nous commençons à voir que les gens peut-être commencent à se poser la question de diminuer un petit peu leur consommation de pétrole, mais on commence surtout à voir que les gens diminuent leurs achats secondaires, leurs achats de confort, etc., les achats, disons, non nécessaires, et se focalisent sur l'alimentation, et bref, sur les dépenses primaires, je dirais aussi le logement, et évidemment aussi la mobilité. La mobilité est un besoin fondamental de l'homme, et c'est quelque chose qu'on constate depuis très longtemps, c'est-à-dire que cela avait surpris certains écologistes, notamment, je dirais, dans les années 60-70, au sens où, finalement, nous avions de plus en plus de voitures. Et là où on aurait pu penser que, finalement, avec ces voitures supplémentaires, avec tout ce parc automobile, toute cette liberté, cette puissance de mobilité, finalement, on aurait cherché à gagner du temps en se déplaçant tout autant qu'avant, c'est-à-dire à quelques kilomètres de chez soi, mais avec une voiture, donc on aurait gagné beaucoup de temps. Eh bien, ce qu'on avait constaté finalement, c'est que les gens n'ont pas diminué leur temps de mobilité, mais ont gardé ce temps de mobilité extrêmement stable. Et donc, au lieu de gagner du temps en faisant toujours les mêmes mobilités en termes de kilomètres qu'auparavant, eh bien, les gens ont choisi, je dirais de façon instinctive et presque naturelle, de continuer à avoir un même, je dirais, ratio de mobilité, une même consommation de mobilité en termes de temps. Et simplement, là où une charrette ou je ne sais pas, oui, une charrette vous amener à quelques kilomètres seulement de chez vous par jour, eh bien une voiture peut vous emmener à plusieurs dizaines, plusieurs centaines de kilomètres de chez vous par jour. Et donc, nous sommes toujours aussi mobiles qu'avant, simplement avec la technologie qui nous permet d'aller beaucoup plus vite, eh bien nous allons plus loin. Et c'est ce que l'on constate globalement. La demande est extrêmement soutenue. Évidemment, elle est soutenue aussi par les dispositifs d'aide publique artificielle et l'inflation. Mais elle est aussi soutenue parce qu'elle est un besoin primaire et que avant de diminuer notre mobilité, avant le fait d'aller nous balader à plusieurs dizaines de kilomètres de chez nous, d'aller en vacances en voiture, etc., avant de diminuer ces postes de dépenses, eh bien, on va diminuer d'autres choses. Voilà. Notamment l'achat de produits chinois de basse qualité, produits inutiles, restaurants, dépenses non nécessaires, etc. Voilà, donc la demande reste très soutenue et pour l'instant, on ne voit pas de destruction de demande sur le baril de pétrole ou de façon extrêmement marginale. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de leviers haussiers sur le marché du pétrole, d'autant plus que nous sommes en train d'enclencher un cercle vicieux au niveau de la Fed, ce cercle vicieux qui a amené, je pense, à une diminution aussi du prix du baril par une mauvaise interprétation des marchés, au sens où, petite explication, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que donc vous avez un sentiment de risque de récession, et la récession est en effet déjà là. Et donc une baisse prévisible de la production. Mais pour que l'inflation diminue, il faudrait au contraire que la production augmente. Or, votre production est en train de diminuer à cause de la récession. Et donc, il faudrait, pour suivre cette baisse de la production, il faudra aussi que la monnaie, la quantité de monnaie baisse. Or, comme je vous le disais au début de la vidéo, la quantité de monnaie n'a pas du tout baissé, elle continue à augmenter puisque les taux réels sont négatifs et que les banques centrales continuent à faire des achats d'actifs. Donc, on continue à créer de la demande. On continue à créer de la monnaie, donc on continue à créer de la demande. Donc, on a ce sentiment d'une récession, et en effet, nous avons les signes d'une récession. C'est ce qui fait que les gens commencent à vendre des actifs pétroliers. Mais
ce que les marchés ne voient pas, c'est que la demande reste très soutenue, puisqu'on n'a pas arrêté la création monétaire, et que nous avons donc augmenté encore plus le différentiel entre la quantité de monnaie et la quantité de biens, ce différentiel qui est l'inflation, c'est-à-dire que quand il y a une grande différence entre la quantité de monnaie et la quantité de biens, eh bien, vous avez plus d'argent et donc, je dirais, et donc le coût de l'argent est moins cher et donc quand l'argent coûte peu cher, eh bien, tout coûte cher. Voilà. Donc les marchés ont une mauvaise appréciation qui, je pense, n'est que temporaire, au sens où ils voient surtout la récession et se disent que donc les prix vont baisser, etc., parce que c'est la récession, la baisse de production. Mais en fait, ce qu'ils ne voient pas, c'est que malgré la petite augmentation des taux par la Banque centrale américaine et aussi par la Banque centrale anglaise et aussi par la Banque centrale suisse notamment, eh bien, malgré ces petites augmentations, on continue à créer de la demande, donc on continue à créer de la monnaie. Donc on est en train de créer un cercle vicieux au sens où on constate qu'il y a une baisse de la production, mais on continue à créer de la monnaie, tout en pensant qu'on est en train de diminuer la quantité de monnaie et qu'on est en train de diminuer l'inflation. C'est une grave mauvaise interprétation. Et c'est ce qui me fait penser donc que le prix du baril a certes corrigé fortement ces derniers temps, mais sa valeur a augmenté. Donc nous avons une distorsion encore plus grande aujourd'hui entre le prix et la valeur au niveau du baril. Cette extension, ce différentiel entre le prix et la valeur du baril fait que je pense, ce n'est pas un conseil, mais c'est mon impression, mon interprétation, que le marché pétrolier, que les actifs sur le marché pétrolier vont continuer à augmenter dans les semaines qui viennent et que c'est probablement une assez bonne idée de se positionner sur ce marché. Encore une fois, ce n'est pas un conseil, c'est juste une impression et une analyse personnelle. Au contraire, les cryptos, il me semble, voient leur prix se rapprocher de la valeur et donc le différentiel se diminuer au sens où la valeur des cryptos est proche de zéro et aujourd'hui le prix s'approche de zéro. Et donc il me semble très risqué aujourd'hui s'aventurer sur le marché des cryptos. Certes, on pourrait se dire que le prix ayant diminué, c'est une bonne affaire, les cryptos sont moins chers, on va en racheter. Sauf que si vous en rachetez et que le prix diminue ensuite encore de 90% alors qu'il a diminué déjà de 70%, eh bien vous vous retrouvez avec seulement 10% de votre mise. Voilà, c'était une analyse différentielle de cette perception entre le différentiel prix-valeur sur deux actifs différents, les cryptos et le pétrole. Certes, psychologiquement, nous souffrons de voir les prix diminuer, mais quand rationnellement, vous savez que la valeur de votre actif est plus forte que le prix affiché, eh bien, vous devriez, au contraire, vous féliciter que les prix diminuent. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, les acteurs intelligents sur le marché du pétrole doivent se féliciter que les prix diminuent, puisque ça augmente l'opportunité d'achat, puisque la valeur, elle, a augmenté alors que les prix diminuaient, et donc qu'on a un plus gros potentiel de rattrapage, de retraçage du prix par rapport à la valeur intrinsèque. Voilà, j'espère que c'était assez complet. Je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien.